Super. Du coup, bonjour à tous. Merci d'être là pour cette conf de fin d'après-midi. Merci à vous, Vaillant. On va vous parler aujourd'hui de Code Carbon. Code Carbon qui est un package Python qu'on maintient avec Inigo et d'autres contributeurs qui a pour utilité de faire la mesure de l'impact carbone du software et principalement pour le machine learning. Inigo, si tu veux te présenter. Salut, je suis Inigo Imaz. Bon, je suis espagnol, vous l'entendez dans l'accent. Désolé pour ça, je peux rien faire, quoi, je sais. Mais... et donc, je suis développeur, je fais Python, Node.js, et je travaille sur une petite startup. Et ouais, je suis un des main maintainers de ce package Code Carbon. Juste une petite question avant de commencer. Entre vous, vous êtes plutôt développeur ou machine learning ou vous pouvez lever la main si vous êtes développeur. Vous êtes data scientist, machine learning. Ok, ouais. Le reste, ça va. Vous êtes tous bienvenus, hein, mais c'est plutôt pour savoir un peu connaître la salle. Ouais. Ok, de mon côté, donc moi c'est Amine. Je travaille en tant que MLOps Engineer chez Pruna. Je maintiens aussi Code Carbon et puis on va vous montrer comment faire de la mesure. Puis si derrière vous voulez optimiser vos modèles de machine learning pour qu'ils tournent un peu plus rapidement avec une plus petite empreinte mémoire, vous pouvez visiter notre repo Ginface où il y a à peu près 6500 modèles qui vont permettre de faire du computing un peu plus efficacement. Du coup, aujourd'hui, on va vous présenter notre outil, mais avant ça, on va discuter un petit peu de l'impact environnemental de l'intelligence artificielle, comment on peut essayer de l'estimer, qu'est-ce que ça veut dire globalement. Ensuite, on va vous présenter le package et comment il a été construit. Nigo va vous faire une petite démo aussi de comment on peut l'utiliser dans différents contextes. Et derrière, on vous donnera quelques pistes pour vous, derrière, activer si vous souhaitez avoir un impact sur la consommation électrique de vos charges de travail, comment vous pouvez travailler et optimiser ça. On va commencer par ce chiffre. Donc 2%, c'est la part estimée de la consommation électrique des data centers et donc l'équivalent CO2 globalement sur les émissions émises par l'être humain. C'est des chiffres qui sont souvent discutés parce qu'il peut y avoir plusieurs manières d'être calculés, mais ce qui est sûr, c'est que ce chiffre-là, aujourd'hui, il est à 2%, et dans les prochaines années, notamment à cause de l'intelligence artificielle, ce chiffre va augmenter. Donc on a tout intérêt à se demander comment on peut essayer d'optimiser nos charges de travail, que ce soit en IA ou pour d'autres, parce que les usages du numérique ne vont faire qu'augmenter. Mais si on parle d'impact environnemental, on n'a pas que le CO2, on a aussi l'impact qui est lié au minage des ressources. Donc vous voyez ici qu'au début de la chaîne de production, on va avoir des ressources rares qui vont être potentiellement minées dans des conditions assez complexes pour les extraire. Donc on voit des mines au Congo qui sont tenues par des enfants. Et à la fin de la chaîne, à la phase de recyclage, on a aussi un impact par les terminaux qui ne sont pas totalement recyclés, qui vont être jetés sans recyclage. On a aussi un impact sur l'eau, parce que la manière la plus efficace de refroidir un data center, c'est de faire évaporer de l'eau. Donc le ratio, il est vraiment en faveur de l'eau par rapport au cooling avec de l'air. Donc il y a certaines technologies, notamment qui sont développées par OVH, qui permettent de fonctionner en circuit fermé. Mais pour la plupart des data centers, c'est pas du tout le cas. Ils pompent de l'eau, ils la font évaporer. Et globalement, on a ici la mesure de 1 demi-litre d'eau qui est consommée par kilowattheure selon les chiffres officiels de Microsoft, qui n'ont pas tendance à les surévaluer, mais plutôt à les minimiser. Donc cet impact, il est là, il est important, et c'est nécessaire de pouvoir le mesurer, que ce soit avec des estimations plus ou moins précises. C'est un travail qui doit être fait, donc affiner les estimations, mais surtout suivre au cours du temps comment ça évolue, ça c'est assez important. Si on regarde spécifiquement sur l'intelligence artificielle, on voit que c'est des chiffres qui sont vraiment assez gros. Donc là, vous voyez des chiffres qui ont été publiés en 2019, qui est encore avant la période des LLM. Mais pour une architecture transformer qui est une des architectures de base avec 200 millions de paramètres, on est
avec l'optimisation de ces paramètres, à peu près 5 fois la consommation d'un véhicule aux USA. Et c'est des chiffres qui ne sont pas du tout négligeables. Là, je vous ai parlé d'un modèle avec 200 millions de paramètres, mais l'AMA 2, qui était à 70 milliards de paramètres, vous voyez que les chiffres, c'est plutôt 300 tonnes. Sur l'AMA 3, avec le même nombre de paramètres, on a encore plus d'équivalent CO2 qui est émis pour l'entraînement. Et pour des modèles beaucoup plus gros, vous voyez que c'est des chiffres qui vont assez loin. On a aussi, du coup, en plus de la partie d'entraînement, le coût de la construction de ces data centers qui est à prendre en compte. Donc en France, on a un des plus gros data centers qui contient plus de 3700 GPU. Et donc Elon Musk a comme projet de construire un data center avec 100 000 GPU H100, donc, qui sont des GPU qui sont vraiment énormes parce qu'ils consomment, vous voyez, beaucoup plus, un ratio fois 30 par rapport aux GPU classiques. Donc là, en termes de consommation énergétique, on est vraiment hyper loin dans les projections qui vont arriver. Si on regarde l'évolution de la taille, on voit que ça ne fait qu'augmenter également, et du coup, on a tout intérêt à tenter d'optimiser ça. En termes d'usage, si on regarde quels sont ces chiffres, si on compare une recherche Google classique, donc là, on vous donne des valeurs qui sont estimées à prendre avec des pincettes, mais c'est plutôt pour comparer les ordres de grandeur. Sur une recherche Google faite juste par leur moteur d'indexation, on est à un équivalent de 0,2 g de CO2. Si on regarde la même requête, donc la même fonction faite par GPT-4, on est dans des chiffres qui sont vraiment x 100, voire un peu plus. Sur les modèles privés comme GPT-4, Claude, ou tous les modèles qui sont hébergés par OpenAI et certains par Mistral, on n'a pas la capacité d'accéder à l'infrastructure sous-jacente pour faire cette mesure précisément. Ce sont des modèles privés. Donc, pour faire cette estimation, il y a des calculettes. Il y a une calculette qui a été développée par l'association GenAI Impact, qui permet de faire cette estimation en fonction du nombre de tokens qui sont brassés pendant l'exécution d'une requête. Pour d'autres modèles comme Llama 3, qui est un modèle open source, on peut avoir des estimations plus précises parce qu'on est capable de les déployer localement et donc de faire sur l'infrastructure des mesures qui permettent de donner ces équivalences. On peut aussi regarder la différence qu'il y a entre les tâches. Si vous voyez ce graphe, en fait, on a plusieurs tâches qui sont décrites. Donc, vers la gauche, on va plutôt avoir les tâches de classification de texte ou de tokens, d'images. Et vers la droite du graphe, vous voyez qu'il y a plutôt des tâches qui vont s'orienter sur la gestion de documents complexes, donc summarization résumé avec plusieurs tâches, ou la génération d'images. Et vous voyez que ces tâches ne sont pas toutes équivalentes en termes de consommation électrique et d'équivalent CO2 a posteriori. C'est dû au fait que les modèles de génération d'images sont plus gros, demandent plus de ressources pour travailler que les modèles de classification de texte qui, eux, fonctionnent avec moins de paramètres. Et donc, ce qu'on voit, c'est que sur les tâches qui deviennent de plus en plus performantes par ces modèles, donc ces tâches-là, on va pouvoir les intégrer dans nos applications parce que les modèles sont de plus en plus performants et ils nous offrent plus de possibilités. Mais on augmente quand même l'impact global de l'application si on prend des tâches qui sont un peu plus complexes. Donc c'est intéressant de se poser la question quand on travaille sur un applicatif, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire une tâche spécifique? Est-ce qu'on a besoin de la faire par un LLM? Ou est-ce qu'on peut trouver un équivalent qui aurait un impact un peu moins grand, comme on peut le voir pour la recherche. Et pour pouvoir modéliser correctement l'impact environnemental de ces modèles, on a besoin de regarder plus que la phase d'entraînement. Ici, vous voyez la décomposition qui a été faite lors de l'étude de l'impact environnemental du modèle Bloom. Le modèle Bloom, c'est un modèle qui a été entraîné en 2022 par Hugging Face, entre autres parce que c'est un travail collaboratif. Mais si on essaie de modéliser quel est l'impact de l'entraînement de ce modèle, ou de la mise à disposition de ce modèle, on voit qu'on part de l'extraction des des matériaux. On va avoir la phase de construction des terminaux qui vont permettre l'utilisation
et la construction des serveurs qui vont permettre l'entraînement et l'utilisation de ces modèles. L'entraînement lui-même, le développement de toute la surcouche logicielle qui va être autour du modèle, donc les phases de post-training et les applicatifs. Et il faut aussi prendre en compte à la fois l'utilisation et le décommissionnement de ce modèle qui, eux, vont avoir des impacts qui sont un peu plus complexes à monitorer et à mesurer. Il y a des modèles qui sont proposés par l'ADEME pour estimer le coût du recyclage d'un terminal. Ça, c'est des données qui sont intéressantes à prendre en compte également. Hop, un slide. Et donc, dans cette étude qui a été faite sur le modèle Bloom, on voit que si on regarde la répartition, globalement, sur la période sur laquelle ils ont fait la mesure, à l'inférence, on va avoir 50% de l'énergie qui va être plutôt liée à l'inférence en elle-même, c'est-à-dire à l'utilisation dynamique du modèle. On va avoir 22% de la consommation électrique qui va être rapportée de la fabrication de l'équipement. Et on va avoir un overhead qui n'est pas lié à l'utilisation, mais qui va être le fait d'avoir l'infrastructure qui tourne, avoir un modèle qui est chargé en mémoire, même s'il n'est pas utilisé, on a un overhead. Et cet overhead, il correspond à ce que vous voyez ici. Les pics, ça correspond à des pics de charge d'utilisation. Donc on voit que le GPU qui est utilisé pour faire l'inférence, il va être utilisé. Il va consommer, il va avoir une certaine puissance consommée au repos. Et quand on l'utilise, cette puissance, elle va pouvoir augmenter jusqu'à 2600 watts comme pic. Donc voilà, toutes ces informations sont à prendre en compte quand on fait l'estimation de l'impact environnemental d'un modèle, notamment celle à l'inférence. On a aussi un découpage qui permet d'estimer l'impact en fonction de la modalité. Donc, si on essaye de transformer du texte en catégorie, donc la classification de texte, vous voyez qu'on est quand même assez bas dans l'impact en termes d'équivalent carbone. Par contre, quand on va essayer de transformer du texte en image, ça, c'est des tâches qui vont être beaucoup plus gourmandes. Donc, n'hésitez pas à aller consulter l'étude si ça vous intéresse. Il y a des chiffres qui permettent de rentrer un peu plus en détail. Et si on regarde d'un point de vue financier, donc vous voyez ici que on a le breakdown des coûts de VNAI projetés sur 2024. Sur la partie training, on a une estimation qui est à peu près à 3 milliards de budget, ce qui correspond à beaucoup de compute et donc beaucoup d'électricité impliquée. Et si on regarde la partie run, donc il faut ajouter ces 2 milliards avec la partie data et une partie de hosting pour tout ce qui est un peu plus applicatif. Vous voyez qu'on est dans des rapports qui sont assez équivalents. Globalement, on est à peu près à 55% qui est lié au training et à peu près à 40%. Je crois que les pourcentages sont pas bons. Mais on voit que c'est assez équivalent en termes d'inférence, en termes de budget, et on peut faire du coup le même rapport en termes de consommation électrique. Voilà pour la partie, on va dire, environnementale. Et je vais laisser Nigo présenter le package. Merci. Vous savez qu'on a ce package Python qui s'appelle Code Carbon. C'est plutôt, on va vous parler un peu de ça et comment ça marche. Et pour commencer, il était une fois. Tout au début, c'était l'université Mila au Québec, au Canada. Ce qu'ils ont fait, c'est ils avaient deux choses. Ils ont fait un Machine Learning Emission Calculator. C'était une page où tu te dis, tiens, je vais traîner mes modèles et j'utilise tant machine pendant tant de temps. C'était sur acier, sur cet hardware. Et il t'a donné une estimation de combien d'énergie tu vas dépenser et plutôt combien de carbone tu as émis. Donc, ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que si on fait, c'est OK, on a ça et on peut faire un package Python qui fait ça en mode live un peu, qui rapporte. Il se connecte à ton ordi et il essaye de calculer pour chaque tâche que tu fais, c'est quoi le bilan environnemental de ça.
Donc, après en 2021, nous deux, on fait partie d'une association qui s'appelle Data for Good, que ce qu'il fait, c'est de temps en temps, il lance des, comment tu le dirais, des hackathons ou des trucs de 3 mois où les gens peuvent aller venir et aider des bénévoles. Et là, c'est là qu'ils ont proposé de faire une API pour un peu instrumentaliser tous les trucs de Code Carbon. Et toute l'année dernière, ce qu'on a décidé, c'est entre nous, on fait une association, on utilise et on améliore ces packages de Code Carbon et on les fait évoluer, quoi. C'est ça un peu le parcours. Et juste pour vous parler un peu de ce qu'on fait, à la fin, c'est un paquet qui se connecte à votre machine, qui se connecte à les API qu'il y a sur votre machine de GPU, CPU et RAM. Et il les demande pendant ce temps qu'est-ce que tu as fait, combien d'énergie que tu as dépensé. Donc, ça dépend toujours de chaque machine, chaque serveur et tout. Mais on peut dire qu'à la fin de ce process, on a une énergie. Une énergie que ça a été dépensée pour une tâche. Et après, il faut traduire ça vers, OK, ça veut dire combien de carbone émis. Parce que si cette énergie, ça a été produit par des solaires, c'est pas d'énergie solaire, c'est pas la même chose que si ça a été produit avec des charbons ou vous voyez les choses. Et normalement, c'est intensité et c'est lié plutôt à la zone où tu habites. Donc, si on sait la localisation de où tu es, on pourrait plus ou moins dire, tiens, ton pays, il est pourri, il utilise que charbon, va changer ton pays. Mais même, c'est un truc qui ça nous arrive. Des fois, tu peux te dire, je peux être plus green, donc je peux choisir un pays qui n'utilise pas charbon, par exemple. Donc, à la fin, c'est l'objectif principal, un des objectifs principaux de ce package, c'est vous donner une manière de comparer des tâches que vous voulez faire. C'est plus green ou moins green. Et je viens de parler de cette partie-là, de calculer l'intensité de l'électricité. Et normalement, ce qu'on utilise, des tables qui sont en ligne, mais aussi, si quand possible, on utilise ce truc. Si vous ne le connaissez pas, c'est très cool. Il s'appelle Electricity Maps. C'est une API en ligne où vous pouvez vous connecter et savoir par pays et des fois par région quelle est la majorité de comment se crée l'énergie dans mon pays. Donc tu peux te dire, tiens, dans Pays-Bas, c'est pas un bon moment, je vais aller vers la France. Si tu as la possibilité sur le cloud maintenant, tu peux choisir un pays plus green, quoi. Ça, c'est très cool. Et je vais vous parler juste d'un couche supplémentaire. Donc, on peut dire que Code Carbon, c'est tout online, c'est tout offline, pardon. C'est un outil que tu installes sur ta machine et après, tu as tes données, tu peux faire avec ce que tu veux. Mais on se disait, des fois, c'est très compliqué si tu as beaucoup de machines. Si tu as, par exemple, un fichier, sur chaque machine, aller récupérer ces fichiers avec les données, c'est très compliqué. Donc, on se disait peut-être qu'il a besoin de faire une agglomération de toutes ces données. Et on a déjà des gens, des boîtes qui nous ont dit que c'est très intéressant de faire un truc comme ça. Donc, on a développé une API où, si tu veux, tu peux pusher tes données vers cette API. Et donc, là, vous voyez des différents utilisateurs qui sont installés le paquet. Et quand il fait push, il va push vers notre API où on a une database, c'est un database Postgres, et on a des couches d'authentification, que ça, on vient de
de commencer cette année à travailler dessus. Et après, on a une dashboard où normalement, on te montre des rapports. OK, aujourd'hui, tu as fait beaucoup plus qu'hier. Où tu peux comparer des projets ou te dire, bon, je sais pas, comparer des utilisateurs. C'est ça un peu plus. On est averagé avec Clever Cloud, juste pour le mentionner, quoi, c'est très bien. Et juste pour vous montrer un peu de tous les délires et ce qu'on fait, j'ai fait un petit démo et je ne veux pas vous ennuyer, c'est juste pour vous montrer comment ça marche. C'est pour ça aussi que je demande s'il y avait des développeurs. Moi-même, quand j'utilise Code Carbon, je ne suis pas machine learning, je suis plutôt côté développeur. Mais des fois aussi, je voudrais savoir, dans mon code Python, par exemple, ça me prend quoi, et ça me prend combien de temps d'énergie. Donc, je vais vous montrer un exemple très bête. Ça, c'est un exemple on va comparer. Amine vient de vous parler que tous les modèles de GPT, il a un coût pour les traîner. Il a aussi un coût pour l'inférence. Normalement, ce qu'ils ont dit au début, il a déjà dit, c'est que le coût de l'inférence est très très bas, donc c'est risible quoi, par rapport à le coût de l'entraînement. Donc ce qu'on va faire, c'est voir si c'est vrai ou pas, parce qu'après c'est intéressant, je vais voir si c'est vraiment une chose. On va voir, ce qu'on va faire, c'est on va prendre deux modèles, c'est très basique, vous verrez. Je ne suis pas super intelligent, quoi. Mais c'est un random forest et un neural network. Et on va comparer pour les mêmes datasets lesquels c'est les moins pollutants, quoi. Donc, juste pour vous montrer un peu comment ça marche, si vous comprenez Python, vous importez le package, il y a un truc qui s'appelle Emission Tracker, il y a des autres versions, vous faites tracker égale emission tracker avec des paramètres et tout. Et vous faites start track et start stop. Et tout ce qui s'est passé au milieu, ça va être sauvé dans cet objet-là de tracker, qu'après vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Mais si il y a des questions, je peux parler. OK, donc ce que je vais faire, c'est suspense, lancer. C'est là qu'il ne va pas marcher. OK. Bon, donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un port de Code Carbon et de scikit-learn. C'est une librairie très connue Python. Là, j'ai fait un peu de la configuration pour récupérer des configurations pour après pusher vers notre API. Et donc, il y a une API key, il y a des configs qu'à la fin, si vous êtes en local, vous n'avez pas besoin, mais si vous voulez pusher vers notre API, c'est des configurations grand besoin. Bon, il s'installe là. Ah, dommage. Ouais, on verra le résultat plus tard. Okay. Je continue à parler. Et donc, après, j'ai fait. Bon, à la fin, chaque fois que j'appelle Setup Tracker, ce qu'il va faire, c'est appeler le Mission Tracker et bon, il lui donne un identifiant. Et je l'ai mis Save to API pour vous montrer un peu. Donc, j'ai fait Tracker Model A Start, Tracker Model A Stop, et ça m'a regardé là le training de mission. Et j'ai fait la même chose pour les émissions de training. Et j'ai fait la même chose pour l'inférence. Ça, c'est le modèle A, pardon, je ne l'ai pas dit. Ça, c'est une multilayer perceptron, c'est une neural network, on peut dire. Et si on regarde le log, il y a un truc qui dit, bon, ça c'est ma machine. Ça c'est ma machine. Et Python 3.10, combien de GPU j'ai, combien de CPU j'ai. Et après, il dit, OK, il est arrivé à se connecter à mon API, mais des fois, ça c'est optionnel, quoi. Et c'est là que c'est le truc qui est un peu important, c'est pour toi, pour te dire
Tu vois, tu as consommé 0.002 kilowatts of electricity since the beginning. Tout à la fin, est-ce qu'il l'a dit? Bon, il ne l'a dit pas. Mais je le ferai après. Bon, on fait la même chose pour les random forest. Genre, tracker start quand on fait le traitement et tracker stop, là. Et après, on fait la même chose pour la prédiction. Tracker start, tracker stop. Et on a les mêmes logs, et je ne vais pas vous ennuyer beaucoup plus. Mais là, par exemple, donc, ce qu'on voulait faire, c'est savoir c'est lequel le mieux. Bon, on a fait l'accuracy entre les deux, c'est similaire, plus ou moins. Bon, les random forest, il est un peu mieux. Mais, bon, ça, on a ici ce qu'on a émis. Donc, juste pour le faire un peu plus joli, je fais ce graphe-là. Et donc là, on peut voir que ce neural network qu'on a utilisé, ça pollue un peu plus que c'est... Bon, là, on est dans un cas très enjoué, quoi. C'est pas un modèle vraiment pour utiliser, mais on voit déjà ici la différence entre ces deux options qu'on voulait faire. Juste pour vous montrer un peu. Ça, c'est un mode test. Et si vous trouvez un bug, oui, mais je peux vous montrer qu'ici, j'ai poussé tous les... Bon, j'ai lancé beaucoup de fois ces trucs, mais on a les deux expériments. On a les random et les random forest et les MLP. On peut voir toutes les fois que je l'ai lancé. Moi, je l'ai lancé beaucoup de fois. Mais aussi chaque fois qu'il a tapé dans l'API. Mais ce que c'est bon aussi, c'est que après, moi honnêtement, je ne peux pas te dire dans ma tête, ça veut dire quoi un kilowatt. C'est pas comme les mètres, comme les secondes. C'est un truc que j'ai mal à comprendre. Mais je comprends, par exemple, les kilomètres ridden. Donc ça veut dire 2 kilomètres avec ta voiture. Ou 0.56 of American Household Weekly Energy Consumption. Ça te dit quelque chose. Juste pour nous amuser, j'ai fait la même chose, un truc un peu rigolo. Je me disais quand on était en train de venir, ça vaut le coup d'essayer être un peu influenceur sur LinkedIn. Je ne sais pas si c'est très petit. Mais, donc, je me dis, donc on va faire un peu de la pub, et comme ça, je le dis aussi pour la démo. Donc, ce que j'ai fait, c'est on utilise un modèle petit, et je lui ai dit, fais-moi un post très engageant pour les gens, pour dire, venez nous voir. Et après, je peux savoir exactement combien ça coûtait juste le lancer dans ma machine. Bon, dans cette machine-là, que normalement, je ne sais pas si c'est US que normalement, des États-Unis. Mais bon, vous savez, vous voyez tous les trucs de LinkedIn et tout. Et à la fin, j'ai dit, you guys is right, that first part of the post has been generated by an LLM as part of the demo. Et l'équivalent, vous voyez, non? C'est un demi-kilomètre juste pour faire ce truc. Bon, je voulais juste vous montrer ça, c'est un peu drôle. À la fin, juste pour vous, j'ai parlé vite de ça, mais c'est que comment on a fait ça. J'ai utilisé, on a fait un exemple avec Ansloth. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est une boîte qui t'aide un peu à utiliser tout type de modèle et le faire un peu plus facile à utiliser. Donc, ils vous font des API autour des modèles. C'est très bien. Et avec les modèles Phi 3.5, ce que je fais, c'est vraiment
je ne lance pas, hein, mais on prend les mission tracker, on fait tracker start, et je lance les trucs de téléchargement avec cette API. Téléchargement les derniers modèles. Après, bon, ça c'est des trucs pour l'appeler et tout. Mais à la fin, tout à la fin, je dis stop. Et ici, vous pouvez voir les prompts. You are a talented copywriter with high skills in LinkedIn. Create an engaging short post in LinkedIn, not too cheesy, not too charged. This is data to include. Bon, j'ai mis beaucoup de choses là. Je disais make it short, mais à la fin, il n'a pas fait short. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, j'ai eu vraiment combien d'énergie ça a été utilisé pour faire cet exemple. Bon, après, j'ai fait une version de post beaucoup plus simple. Là, j'ai mis, parce qu'il mettait beaucoup, je ne sais pas si vous avez vu, mais toujours sur LinkedIn, il met beaucoup de rockets, comment ça dit ça? Ouais, c'est pour s'approcher aux gens, je ne sais pas, mais il a toujours dit ça. Bon. Et donc, il a fait un post très engageant. Et j'ai décidé aussi de pousser ça vers notre API pour vous montrer. Ouais. Attendez. Ah bon. Bon, on l'aura là. Je crois que ce n'est pas le bon lancement, mais normalement, tu peux le voir sur ce truc. Et pour revenir, c'était juste ça, la petite démo. Mais pour revenir, je vous ai montré un exemple sur Python. Mais l'objectif, c'est pas de pas être pas être toujours lié au Python parce qu'il a des besoins ailleurs aussi. Donc, on a fait une clé où tu lances, bon, derrière tu lances Python, mais tu peux faire code carbon start, code carbon stop avec ça. Donc, il fait un peu plus la même chose sans savoir. Genre, même si tu regardes une vidéo dans ton ordi, tu peux mesurer combien d'énergie ça consomme. Donc, c'est intéressant. Bon, ça... vas-y. Voilà, donc comme vous l'a montré Nigo, globalement, on peut l'utiliser en Python. Le package, il s'installe assez rapidement. Il est disponible sur Conda, PyPy. On supporte pas mal de hardware, donc principalement les puces GPU, NVIDIA. On a une intégration AMD qui est en train d'arriver. Sur les CPU, on a beaucoup plus de support grâce à des données statistiques qui sont récupérées par les manufacturiers de puces, donc notamment la base de TDP qui nous aide à estimer correctement la consommation électrique de ces CPU. Comme Inigo vous l'a montré, donc on peut l'utiliser soit en tant que décorateur, soit en tant que tracker dans un programme Python, soit sur une CLI en dehors de ces programmes pour monitorer autre chose que du Python. Et on peut exporter de la donnée soit en fichier CSV localement, soit vers cette API, mais on a d'autres exporteurs vers du Prometheus, d'autres outils de monitoring ou des custom webhooks en fonction de vos besoins. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, on peut y répondre. Et puis, vu qu'on a encore un peu de temps, on va pouvoir vous donner quelques pistes sur l'utilisation de code carbone et faire un peu plus que faire cette mesure. En tant que développeur front, globalement, on a un peu moins la main sur la charge de travail parce que, et la consommation électrique parce que l'application va être exécutée côté client. Donc les principales recommandations, c'est de travailler sur des sites un peu plus légers, mais ça c'est des choses qui sont déjà utiles pour améliorer les performances. En tant que data scientist, donc on a plusieurs propositions à vous donner. Utiliser des modèles qui sont déjà fine-tunés au lieu de faire ce fine-tuning vous-même ou faire l'entraînement vous-même. Travailler sur la localisation des charges de travail. Comme on vous l'a montré, certains data centers ont un mix énergétique qui est bien plus intéressant que d'autres. Au Canada et en France, typiquement, c'est là où on va retrouver les mix énergétiques les plus intéressants. Il y a des outils d'optimisation, donc là c'est plutôt sur la phase de training qui existent. Donc notamment Zeus, qui est un outil qu'on aime beaucoup à Code Carbone, ce qui permet de ralentir l'entraînement
des modèles de machine learning. Alors ça paraît un peu contre-intuitif, mais globalement, dans chaque passe de la boucle d'entraînement, mathématiquement, on sait qu'il y a un certain gain de connaissances maximum qu'on va pouvoir atteindre. Et donc, au lieu de l'atteindre le plus rapidement possible en demandant beaucoup de puissance au GPU pour faire les calculs qui arrivent à cette performance, on va réduire la puissance demandée au GPU, le faisant ralentir pour que les opérations soient faites plus lentement. Et donc, ça consommera beaucoup moins d'énergie. En tant que data scientist, on peut aussi essayer de travailler sur du hardware quand on a la main dessus et de l'exploiter à fond. En tant qu'utilisateur, il y a aussi des choses qu'on peut faire. Utiliser des IA dont les données sont publiées pour pouvoir les comparer et les utiliser de manière responsable. En ce moment, donc, on est en train de passer d'une mode des vraiment très gros modèles à des modèles un peu plus petits, des SLM. C'est une opportunité de réduire son impact. Je vous ai parlé aussi de techniques de compression de modèles, ce qu'on fait chez Pruna. Donc, il y a d'autres outils qui permettent de faire ça, mais il est possible de réduire la taille de ces modèles en gardant la performance, par des techniques de quantisation notamment. Et côté opération, il y a aussi des choses qui peuvent être faites. Donc, on vous l'a dit, choisir son hébergement en fonction du mix énergétique, c'est intéressant. Et puis maintenant, les cloud providers proposent des API qui permettent de dynamiquement faire cette estimation d'impact. Donc le GCP propose ça nativement, c'est en train d'arriver sur AWS. Et on a des informations comme quoi Scaleway devrait donner aussi des API de consommation électrique bientôt, ce qui permet de faire du monitoring à plus haut niveau. Côté opération, il y a un autre outil qu'on a oublié de mentionner ici, mais qui est vachement intéressant, qui s'appelle Scaphandre, qui est développé par nos copains de Boa Vista. Donc c'est un outil qui s'installe sur l'hyperviseur et qui va venir instrumenter chaque VM qui est managé par l'hyperviseur et qui va donc collecter, comme n'importe quel agent, les données de consommation électrique et qui permettent de mesurer tout ça. Et donc cette fois-ci, c'est bien la fin. Je vous remercie. On remercie également nos sponsors, donc Clever Cloud pour l'hébergement et Mozilla, donc qui nous a cette année, pour l'année 2024, financé ce qui a permis le développement du dashboard qu'on vous a montré, ainsi que l'association Data for Good qui incube le projet depuis 3 ans, ce qui nous permet d'avoir des contributeurs régulièrement qui viennent proposer des nouvelles features et des pierres, ainsi que d'avoir un certain nombre d'utilisateurs. Merci pour votre attention et on est ouvert au feedback. Et s'il y a des questions? Oui, bien sûr. C'est bon. J'avais pas trop de questions techniques parce que je suis pas trop là-dedans. Et c'était juste pour savoir, peut-être que vous l'avez déjà dit, mais juste sur le côté informatique, c'est quoi le pourcentage d'émissions des data centers Alors, sur le data center, si on regarde uniquement la consommation électrique, on va être sur l'énergie à peu près à 17% globalement. Le réseau, il va compter pour 23%, et ce qui va être le plus important, ça va être l'utilisation. Tu parlais pas de ça? Non, je parlais vraiment sur la globalité des émissions qu'on pouvait produire. C'était quoi les data centers par rapport à la consommation totale. Donc, nous on a ce chiffre qu'on a actuellement. Désolé, excusez-moi. Oui, non, je parlais de monde de l'informatique. Oui, je disais n'importe quoi. Oui, je parlais dans tout la tech, par exemple, que ce soit le host d'un site web, n'importe quoi. C'est quoi le rapport, enfin, c'est quoi le pourcentage des data centers pour le machine learning? Ma question n'est pas claire, je suis d'accord. De ce que j'ai compris de la question, les émissions de gaz à effet de serre sont réparties entre les fabricants des devices des utilisateurs, des GPU, et la consommation d'électricité qui souvent est carbonée. Et lui, sa question, c'est quelle part est chez moi sur HTTP et quelle part est chez OpenAI.
Alors, c'est pas facile à évaluer parce que ça dépend vraiment des usages. Parce que sur un site web, on peut avoir un site web qui a un back-end très simple, qui fait juste du passe-plat OpenAI vers le client. On peut avoir un back-end qui fait beaucoup plus de choses, donc c'est difficile d'estimer largement. Par contre, alors, l'étude que je vous ai présentée, elle fait un découpage, mais c'est vraiment dans le contexte de Bloom. Parce qu'ils ont fait cette mesure chez GainFace, parce qu'ils ont entraîné eux-mêmes cet algorithme. Donc, dans ce cadre-là, on avait le data center qui consommait globalement 29% du total de l'énergie juste pour tourner. Le serveur est allumé, le modèle est chargé dans le serveur. La partie manufacture de l'équipement sans la partie recyclage, c'était à 22% du total. Et la moitié de l'énergie consommée, et donc de l'équivalent CO2, était attribuée à l'usage, donc ce qui correspond à ce que vous voyez au-dessus de cette ligne rouge ici. Est-ce que ça répond un peu au moins à ta question? Ouais. C'est la consommation électrique rapportée à l'équivalent carbone, ce qui permet de comparer aussi. Est-ce que tu peux... Attends. Une Ouais. seconde. Est-ce que tu peux répéter la question? Parce que si tu poses une question sans micro, sur YouTube, on n'entend pas. Donc la question était, là, on est... Est-ce qu'on parle d'énergie ou est-ce qu'on parle d'équivalent carbone? On est globalement sur de l'équivalent carbone. Ici, c'est la construction de l'équipement qui a amené à cet équivalent, enfin à cette valeur d'équivalent carbone. Ici, c'est la consommation électrique qui a permis ça. Et moi, je suis assez au courant pour le Green IT de manière générale, mais sans les modèles d'IA. Enfin, je ne me suis pas mis à jour depuis 2 ans, globalement, mais de mémoire, l'immense part de l'empreinte carbone de l'informatique, c'était côté utilisateur. C'était fabrication de devices et électricité pour recharger les devices. Voilà, c'est ce que représente un petit peu ce graphe. Justement, donc, je pense que tu as dû lire ces données qui ont été publiées sur greenIT.fr. Vous avez une étude de Frédéric Bordage. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est des chiffres, il faut faire attention parce que même dans notre outil, en fait, les modèles qui sont utilisés pour faire l'estimation, des fois on se rend compte qu'il y a des défauts dans ces modèles-ci. Mais à grosse maille, on va dire que c'est assez intéressant. Et vu qu'on compare les choses entre elles, on voit qu'ici, l'énergie, globalement, elle est plutôt utilisée, enfin, elle est plutôt côté utilisateur. Si on regarde en émissions de gaz à effet de serre, on voit une petite différence parce que, globalement, côté data center, ils optimisent la source de leur électricité. Si on regarde en termes d'eau, c'est pareil. Et du coup, le revers, c'est que côté électricité, dans les data centers, ils en prennent plus, mais vu qu'ils essaient de l'optimiser, ça leur donne un équivalent en gaz à effet de serre qui est un peu moins. Un peu moins. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des tentatives d'entraînement de modèle IA? Je ne sais pas si je suis à la caméra ou si c'est important. Est-ce qu'il y a des tentatives d'entraînement de modèle IA qui se basent sur des GPU reconditionnés ou qui flinguent pas un GPU comme le serait un minage de blockchain ou ce genre de choses? Oui, globalement. Alors, je ne pourrais pas donner de chiffres précis, mais globalement, les modèles d'IA permettent d'utiliser le hardware moins violemment que le minage de Bitcoin. Parce qu'on ne va pas utiliser tout le GPU quand on fait l'entraînement. Par contre, là où on voit qu'il y a quand même un peu de gâchis, c'est qu'au fur et à mesure que les nouvelles générations de modèles arrivent, donc si on compare les modèles de 2022 à ceux de 2024, en fait, ils vont être entraînés sur des hardwares qui sont différents. Donc les GPU qu'on utilise dans le gaming classique, les RTX, tout ça, c'était des choses qui étaient utilisées auparavant. Maintenant, on va plutôt être sur des énormes GPU, donc les H100 dont je vous parlais pour le futur data center d'Elon Musk. Ces GPU-là, ils ont 2 Tera de mémoire par puce. Voilà, c'est vraiment des choses qui n'ont aucun sens. Et donc, le problème, c'est que les architectures des GPU évoluent, ils sont de plus en plus performants. Et donc, les H100 sont déjà deprecated. Il y a une nouvelle version, les H200, qui est en cours de fabrication. Et donc, les data centers vont racheter de nouvelles puces, alors que les précédentes sont toujours valables. Ça, c'est là où il y a un peu de gâchis. Et du coup, il y a une issue pour ces centaines de milliers de cartes graphiques qui vont être sorties des racks?
Alors, financièrement, déjà, c'est un très mauvais plan pour tous ceux qui ont investi dans les H100. Ce qu'on voit, c'est qu'actuellement, maintenant, les H100, on peut les louer pour 2 $ de l'heure, alors que les autres machines, c'est plutôt du 35-50 $ de l'heure. Malheureusement, il n'y a pas d'issue, parce que dès qu'elles sont obsolètes, c'est plus là, en fait, on va vouloir aller sur les autres. Donc, à part les refourguer pour des usages annexes, globalement, c'est du gâchis, ouais, effectivement. Après, il y a des boîtes qui font un peu de... Tu peux louer des GPU. Genre, j'ai une GPU chez moi que j'utilise pas du tout. Je peux la louer genre à la Airbnb ou... Ouais, ouais. Et du coup, est-ce que genre, si dans mon entreprise, j'ai un modèle d'IA que je fais entraîner pour faire je sais pas quoi d'utile, je peux louer du coup... Enfin, j'ai pas besoin d'avoir des GPU forcément state of the art, je suppose. Non, pour la plupart des gens qui font pas d'entraînement, qui font juste de l'inférence, on est sur les GPU les plus standards, c'est les GPU T4 de NVIDIA. C'est des GPU qu'ils ont sortis il y a, je pense, 6-7 ans. C'est des architectures classiques. Pour tous les consommateurs de gros modèles et pour les gens qui font pas de l'entraînement, d'un point de vue coût et d'un point de vue opération, c'est plus simple de rester sur ces standards-ci. Donc sur GCP ou AWS, par exemple, ou Azure, c'est ce que vous allez retrouver le plus courant. Et on va dire qu'on peut s'en servir assez simplement. Merci pour tes questions. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Sinon, on va vous remercier pour votre attention et votre présence. Et puis, j'ai quelques stickers Pruna si vous voulez. N'hésitez pas à venir discuter pour...